quelques jours de l'ouverture de la session budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, ont procédé à l'harmonisation des vues avec les nouveaux gouvernements sur les grands axes du projet de loi des finances 2026. Reportage à Nimbalaka. À la veille de l'ouverture de la session budgétaire et au lendemain de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné de la caisse d'Orchimène Polypoly, a reçu le samedi 23 août 2025 au Palais du Peuple le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, ainsi que le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumana. Leurs échanges ont porté sur la préparation du projet de loi des finances pour l'exercice 2026 en tenant compte des grands défis auxquels la République et sa population font face. La rencontre a également permis d'aborder les questions liées à la collaboration entre l'Assemblée nationale et le gouvernement dans un contexte où les pays s'orientent résolument vers la voie de la paix et de la stabilité. Le vice-premier ministre, ministre du budget, pour qui il s'agissait de sa première prise de contact officielle avec l'institution budgétaire, s'est dit satisfait de ces échanges. Il a pris l'engagement de maintenir un cadre permanent de concertation entre son cabinet et l'Assemblée nationale afin de garantir l'intégration des suggestions des élus nationaux dans le projet de loi des finances 2026 qui sera prochainement déposé. Un motif de satisfaction pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui annonce une session budgétaire décisive et s'est dit déterminé à faire de ces rendez-vous un moment clé pour le pays. Autre actualité, une vaste opération de démolition des constructions anarchiques se déroule actuellement dans la commune de la Gombe. Cette opération va se poursuivre dans d'autres communes de la capitale, a promis le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. L'enjeu est de faire respecter les normes urbanistiques et rendre la ville attrayante. C'est avec l'appui des éléments de la police nationale congolaise, la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et les bien-être des Kinois, ainsi que les services du secteur, notamment la Raskine, qui est le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa, sont entrés en action pour pouvoir débarrasser la commune de la Gombe des constructions anarchiques, kiosques et maisons de fortune et des ventes érigées sur les emprises publiques. Le gouvernement provincial, nous sommes investis avec l'accompagnement de la police à pouvoir restaurer l'ordre de la ville. Déterminé à redorer l'image, la capitale congolaise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a en outre invité la population kinoise au strict respect de l'ordre public. Nous observons les laveurs de véhicules qui se transforment plus tard en bateaux. Nous observons tous ces gens qui se constituent en comité d'accueil pour recevoir les gens devant les restaurants, devant les hôtels. Ce sont des activités à bannir. On ne peut pas vendre partout, on peut faire des activités n'importe comment on veut. Même les gambistes ambulants, les vendeurs de crédit, organisez-vous à avoir des shops sur la Gombe, organisez-vous à avoir des bureaux d'échange parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de trop-plein dans les emprises. Outre la démolition des marchés et garages pirates, cette action de grande envergure vise également la lutte contre les vagabondages urbains et la nuisance sonore, des phénomènes qui perturbent les vécus quotidiens des Kinoises et Kinois. Suivez à présent cette séance de travail entre le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction avec le gouverneur de la province du Tanganyika. Les projets prioritaires d'infrastructures de base de la province de Tanganyika étaient passés au PNFA par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, et le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitungwa. Une opportunité pour le gouverneur d'informer les ministres que les inondations récurrentes du lac Tanganyika gênent la circulation sur le boulevard Lumumba, car les débordements des eaux submergent la chaussée. La rencontre a permis aussi aux deux personnalités d'examiner la réhabilitation des ponts Luizi, Kabinda et Kabongo à Kongolo. L'état défectueux de ces ponts nécessite une intervention urgente. La question de la dégradation du port de Goma était aussi abordée. Ce port est très capital pour la province car il facilite les transactions commerciales. Aujourd'hui, nous avons souligné plusieurs questions, notamment le boulevard Lumumba qui a subi la menace des inondations. Par conséquent, il a été très réceptif, notamment dans le cas du pont Luiz. Nous avons
bien évidemment souligner le cas de Bon Kabila et Kabondo à Congolo, les infrastructures en général, nous avons discuté et je n'ai pas eu beaucoup de difficultés, d'autant plus que lui-même maîtrisait la situation. Auparavant, les ministres ont tenu une réunion technique à laquelle ont pris part les ministres provinciaux des infrastructures, les directeurs généraux de l'Office des routes, de l'Office des voiries et drainage OVD et de l'Agence congolaise des grands travaux. John Banza leur a instruit de finaliser les chantiers en cours d'exécution dans la province. Religion, la paroisse, la résurrection a une nouvelle cloche. La cérémonie marquant l'inauguration de cet instrument a été organisée ce dimanche. C'était devant les fidèles de cette paroisse. Cette messe d'action des grâces de l'inauguration et bénédiction du clocher et cloche de la paroisse de la résurrection, doyenné Saint-Esprit, a permis aux fidèles de cette paroisse de communier avec les célébrants Fridolin cardinal Ambongo Beshungo, archevêque métropolitain de Kinshasa. 45 ans après l'élection officielle en paroisse le 30 novembre 1980 par le feu Joseph Cardinal Maloula, mais l'abbé Jean-Denis Bomongo Joly, affecté comme curé dans cette paroisse, a initié les projets de la construction du clocher en collaboration avec le conseil paroissial. Cette cloche porte le nom de la Providence pour rappeler que c'est Dieu qui conduit son église et prend soin de ses enfants. Les cloches sont liées à la vie de la communauté chrétienne. Leur sonnerie marque le temps de la prière, rassemble le peuple pour les célébrations religieuses, avec les fidèles de joie et de peine de chaque jour. À l'occasion de la fête, à l'occasion de mariage, à l'occasion des enterrements, mais aussi à l'occasion des événements graves qui affectent la vie de l'Église et sa place. Les chrétiens qui sont venus retrouver dans cette messe sont rapidement satisfaits et ont remercié les créateurs du monde HM, les Tout-Puissants, pour tout ce qu'il fait et surtout à travers l'initiative que les fidèles prennent pour les biens de la paroisse Résurrection à Lemba Salomon. Dans la semaine du président, retour sur cet entretien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le vice-premier ministre, le ministre belge des Affaires étrangères, entretien au cours duquel Maxime Prévost a exprimé la volonté de la Belgique de faire figurer les conflits militaires au RDC dans l'agenda européen. Pierre Kimondé Moïsa nous fait le résumé de cette entrevue. Extrêmement préoccupé par les atrocités qui se déroulent dans l'est de la République démocratique du Congo, la Belgique veut remettre les conflits militaires de la RDC dans l'agenda européen. Le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement, Maxime Prévost, l'a déclaré. Il était reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en saluant les efforts réalisés par Washington et Doha pour esquisser les pourtours d'une paix potentielle dont la population a urgemment besoin. Le chef de la diplomatie belge a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de rester mobilisée sur la situation dans l'est de la RDC où l'on déplore trop de violences, trop de viols, des tueries et des problèmes humanitaires qui demeurent criantes, a souligné le vice-premier ministre, ministre belge. Et ils sont très nombreux, les victimes qui ont payé de leur vie la lutte pour la restauration de la démocratie et les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ces combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ne sont pas oubliés. Une messe d'action de grâce a été célébrée le jeudi à la cathédrale Sainte-Anne en leur mémoire. Le collège des fondateurs de l'UDPS a salué la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette célébration eucharistique. Le chef de l'État a loué la lutte de 13 parlementaires qui ont créé l'UDPS, devenue toute une école. Le vendredi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 55e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa et les directeurs de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, ont pris part à cette réunion hebdomadaire. Selon le compte rendu du porte-parole
du gouvernement, le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, la communication du président de la République a porté sur l'exécution des travaux d'urgence sur la ville de Kinshasa après les inondations du 4 et 5 avril dernier, les exonérations fiscales en faveur du Fonds social de la RDC en vue de la matérialisation du projet des cantines populaires et la nécessité d'évaluer les engagements du gouvernement à l'égard des partenaires sociaux. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo restait préoccupante. Donc la situation sécuritaire, plus de 140 civils ont été tués par les M23. Procès contre l'ancien président de la RDC. La sentence est tombée au cours de la semaine. Le ministère public a requis la peine de mort contre Joseph Kabila Kabange. Suivez d'autres titres d'actualité qui ont défrayé la chronique. Dans cette synthèse commentée par Mami Kadima. L'actualité cette semaine a été marquée par des avancées diplomatiques, des tensions sécuritaires persistantes et un tournant judiciaire historique. Dans un tournant judiciaire sans précédent, la Haute Cour militaire a vu les ministères publics requérir la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila, jugé par contumace pour une série d'infractions graves, crimes de guerre, trahison, organisation d'un mouvement insurrectionnel, apologie du terrorisme. La partie civile réclame également 24 milliards de dollars en dommages et intérêts. L'Est de la RDC toujours en crise. Malgré les efforts de paix en cours, la situation sécuritaire reste préoccupante dans l'Est du pays. Selon un rapport de Human Rights Watch, les rebelles du M23 ont tué 140 civils, illustrant la fragilité du processus de réconciliation. Dans le même chapitre, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence à la demande des États-Unis. Ces derniers accusent l'AFC M23 et Kigali d'être les fossoyeurs de la paix et appellent les autres membres du Conseil à condamner fermement les violences contre les civils. Environ 70 combattants de la milice Convention pour la Révolution populaire, dirigée par Thomas Lubanga, se sont rendus au village de Djoulou, dans les territoires de Djoulou. Cette reddition a été obtenue sous la pression des forces armées de la RDC. Lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la première ministre Souminoa a porté haut les messages du président de la République. Elle a abordé l'évolution des processus de paix, les défis sécuritaires, les échanges avec les présidents en exercice de l'Union africaine. Le territoire du Roumoux renoue progressivement avec la paix, là où régnaient jadis les flammes de la terreur. La reconstruction est en marche. Restauration des bâtiments incendiés, retour accéléré des populations déplacées, reprise des activités socio-économiques. Lancement des travaux à Maïndombe. Les travaux de la route Bendela-Bombe-Isaka ont été lancés avec pour objectif l'amélioration de la circulation, le désenclavement des localités, le renforcement des activités économiques sur cet axe. Ce mercredi, plus de 30 000 candidats ont passé les épreuves certificatives nationales des fins de formation professionnelle. Ils sont répartis dans 122 filières classées, dont 15 innovantes. Et pour terminer, hommage à la photographie congolaise. À l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, la RDC a célébré les centenaires de la photographie congolaise à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Un cadre de discussion et d'exposition a permis de mettre en lumière l'évolution artistique et culturelle du pays. Décision politique, acte de naissance, dossier judiciaire et relevé des cotes et tant d'autres doivent être stockés pour servir de repère. Alors, comment fonctionne ou comment est structuré le service d'archives? Des projecteurs ont été braqués à l'Institut national des archives du Congo pour s'imprégner de cette politique liée à la bonne conservation de tout type de documents. C'est un grand reportage signé Erudis Kitutu et Joséphine Lionel. Un pays sans archives, c'est un pays sans mémoire, tout comme un homme sans archives est un homme sans repère. Car derrière chaque document conservé,
il y a une trace, une décision, un fait. Sans archives, vous n'avez aucune trace, aucune preuve, aucune réalité de l'existence de ce que nous faisons. Je finis par dire que ce que nous sommes en train de réaliser à cet instant présent, c'est une archive. Contrairement à ce que l'on a toujours tendance à penser dans le public, que archive rime avec ancienneté, avec histoire, bien entendu, mais cela n'est qu'une dimension de ce qu'on appelle archive. Et celle-là, en langage technique ou en langage d'expert, on les appellera, ou on l'appellera archive historique, ou archive morte, ou archive de troisième âge, qui a donc perdu son utilité administrative. Qui est donc conservé pour de besoins d'histoire, pour de besoins de mémoire, pour de besoins de recherche. Dans les administrations, les tribunaux, les écoles, les archives permettent de justifier ou de vérifier un fait. Les archives déterminent la réalité de notre vie, courante ou historique. Les archives ne sont pas des simples piles de papier, elles sont la mémoire vivante des institutions et des peuples. Et pourtant, dans de nombreux services, elles sont négligées, entassées, parfois abandonnées à leur sort. Dès lors qu'un peuple, dès lors qu'une nation, dès lors qu'une administration n'est pas capable de garantir la gestion des archives, c'est la mémoire publique, la mémoire collective qui est perdue. Et donc pour aider les dirigeants, que ce soit au niveau politique, au niveau des entreprises publiques ou privées et même familiales, à tous les niveaux, on a besoin des archives, parce que les archives nous aident à regarder le passé et à planifier l'avenir sur nous. En janvier 1989, il est créé un service public dénommé Archives nationales du Zaïre à l'époque. Aujourd'hui, Institut national des archives du Congo, ce service a pour mission de réunir une documentation aussi complète que possible sur la RDC, conservée, classée, inventoriée et communiquée conformément aux normes en vigueur. Les documents écrits et audiovisuels qui présentent un intérêt historique, scientifique ou culturel. Nous sommes au magasin national des archives. Le dépôt a été construit en 1940 comme une imprimerie et ensuite a été transformé en 1958 comme dépôt de relais pour amener les archives vers la Belgique. La loi du régime général des archives dit aux entreprises de conserver, de déposer les archives datant de 30 ans. Et nous recevons toutes ces archives-là. Mais avec une politique aussi par la loi qui dit qu'il y a des archives qu'on doit communiquer après 30 ans, il y a des archives qu'on ne peut même pas communiquer, même si c'est plus de 30 ans. Préserver les archives, c'est préserver l'histoire, nos droits et la mémoire collective. Archiver, c'est anticiper, protéger et transmettre, car un document bien conservé aujourd'hui peut éclairer une génération demain. Restons dans cette immersion. Les événements qui ont marqué l'histoire au fil des années sont immortalisés également grâce à la photographie. Après un siècle d'histoire de la photographie en RDC, des photographes congolais relatent leur quotidien. Ils sont au micro de Diane Balaka et Patrick Achara. Appareil en bandoulière, objectif braqué sur les tumultes de la capitale, des photographes congolais arpentent rues, marchés et événements, souvent dans l'ombre de caméras de télévision. Dans un pays riche en diversité culturelle, mais marqué par des défis socio-économiques persistants, la photographie s'impose comme un métier fragile mais profondément vivant. La photographie en République démocratique du Congo ne date pas d'hier. Déjà sous la période coloniale. Ça a commencé avec l'anthropologie, notamment l'ethnographie, l'étude des Congolais. Je pense depuis le premier essai photographique de 1925, notamment les Congolais commençaient à s'approprier de ces médiums. Au départ, ce n'était pas dans le but de réfléchir autour de l'image, c'était assez vernaculaire, où il suffisait d'enregistrer la vie
d'illustrer, il suffisait de documenter. De nombreux photographes locaux ont repris la main pour raconter eux-mêmes leur histoire. Ce premier photographe s'appelle Samuel Lema. Il était de métier assistant médical. La photographie était une passion qu'il a découverte en côtoyant des missionnaires suédois qui, eux, prenaient des photos tout le temps. Après les précurseurs, il y a eu la vague de photos de studio. Aujourd'hui encore, leur cliché constitue une mémoire précieuse. Visages, scènes de rue, paysages, rituels et manifestations artistiques. Est-ce que la photographie a évolué? 100 ans après, s'il y a une évolution, la réponse est oui. Parce que déjà, la photographie argentique nécessitait d'abord beaucoup de techniques et beaucoup de qualités artistiques. Et les traitements étaient plus difficiles. À la fin, la qualité des photos était plus ou moins bonne selon l'époque. Mais le numérique est venu avec beaucoup de changements. Aujourd'hui, tout utilisateur a des smartphones et pratiquement photographe, mais à la différence près. Parce que être photographe, c'est bien, mais avoir des qualités artistiques pour faire la photographie, c'est autre chose. La photographie ici, c'est à la fois une passion et une question de survie, d'où la formation est importante. Ici, ce qu'on fait, c'est d'apprendre aux étudiants la méthodologie pour commencer, aussi l'éthique professionnelle, la déontologie. C'est autour de ça qu'ils peuvent avoir une carrière à long terme. Comment est-ce que le département de la photographie a vu le jour à l'Académie des Beaux-Arts? L'Académie des Beaux-Arts a commencé à faire par exemple la photo ici à mon retour. Parce que moi j'ai étudié ici, après je suis allé étudier en Belgique où j'ai fait l'école des Beaux-Arts en communication visuelle. Et quand je suis rentré, j'ai créé un studio de photo, un laboratoire de photo qui était quand même assez développé. Et c'est comme ça qu'avec les étudiants qui étaient formés ici comme publicitaires mais qui étaient photographes, à travers la ville, se sont développés avec les aînés qu'ils ont trouvés, comme ceux que j'ai cités comme Santos, Lukuni, Photoless que je suis, et ça s'est énormément développé. Mais aujourd'hui, on a créé un département de photos depuis quelques années à l'Académie des Beaux-Arts qui forme alors en ce moment-là des vrais professionnels de photos. Au-delà de l'esthétique, la photographie a aussi le rôle d'immortaliser des moments forts. Le rôle de la photographie, c'est de capturer les moments, nous rappeler des faits et des instants. La photo peut être utilisée pour manipuler la masse sur le plan de la communication. Quelquefois pour raconter des mensonges. Avec l'IA, je peux prendre que ma tête, je le mets et je peux me placer partout. Ça peut générer mon corps, ça me place dans des conditions, ça peut me mettre dans des scènes, on publie, ça crée des scandales. Les photographes congolais deviennent aussi des témoins engagés. Certains documentent les conséquences des conflits armés, des déplacements de population et les blessures sociales. Ailleurs, d'autres mettent en avant la beauté du pays, ses cultures et ses talents pour contrer l'image souvent négative de la RDC dans les médias internationaux. Par rapport au journalisme, je crois que la photographie aide beaucoup. La photographie donne du volume au mot. Donc ça permet à ce que celui qui lit puisse vivre l'instant. Pour être photojournaliste professionnel, il faut juste publier dans un journal international et puis vous êtes photojournaliste. En RDC, les photographes se battent pour vivre de leur métier. Certains travaillent dans des studios modestes proposant portraits de famille, photos de mariage et cartes d'identité. D'autres, souvent de jeunes, choisissent la rue et les réseaux sociaux comme vitrine. Il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons à ces métiers. Vous verrez quelqu'un, vous l'abordez pour se photographier, alors il vous dira que non, mon appareil cellulaire est plus que votre appareil. Vous verrez même dans des événements officiels, non, ici, il n'y a pas d'accès pour les photographes, restez dehors. Donc, par là, vraiment, j'allais dire aux professionnels congolais de valoriser notre métier. Malgré les difficultés, la photographie congolaise se réinvente 100 ans après. Portée par une jeunesse créative et connectée, elle explore de nouveaux genres. En RDC, la photographie reste ainsi un mémoire complexe, à la fois reflet des défis d'un pays en reconstruction, mais aussi témoignage d'une vitalité culturelle indéniable.
Voilà, de la prise de l'image à la prise en charge de malades, la rénovation des infrastructures sanitaires publiques et la dotation des équipements médicaux exigent une mobilisation des ressources financières conséquentes et les vents de la dite rénovation soufflent en République démocratique du Congo avec une détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors la question autour de la pérennisation de ces acquis reste posée, une réflexion des Toto Célestine Sourou. Les hôpitaux publics en République démocratique du Congo sont depuis plusieurs années au cœur d'importants investissements. Construction de nouveaux bâtiments, réhabilitation de structures anciennes, dotation en équipements médicaux, des efforts visibles ont été fournis par l'État et ses partenaires. Mais sur le terrain, une question cruciale se pose. Ces investissements sont-ils durables? À Kinshasa comme à l'intérieur du pays, de nombreux établissements hospitaliers retombent rapidement dans la vétusté. C'est le cas de plusieurs grands hôpitaux de référence où les infrastructures se dégradent à peine quelques années après leur réhabilitation. Le manque d'entretien, l'absence de maintenance préventive, la mauvaise gestion des fonds et parfois même la faible appropriation locale expliquent en grande partie cette situation. Pour pérenniser les investissements, plusieurs pistes s'imposent. D'abord, instaurer une culture de maintenance obligatoire dans tous les hôpitaux. Ensuite, former le personnel administratif à une gestion efficace et responsable des ressources. Il est également important de mettre en place des mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation afin de détecter à temps les défaillances. Par ailleurs, la responsabilisation des directions hospitalières, la transparence dans l'utilisation de fonds et l'implication communautaire peuvent jouer un rôle important dans la durabilité des acquis. Pérenniser les investissements, c'est éviter de recommencer à zéro à chaque mandat. C'est faire des hôpitaux publics de lieux fiables, accessibles et résilients. C'est surtout garantir aux citoyens congolais un droit fondamental, celui d'accéder à des soins de santé de qualité en tout temps et en tout lieu.